Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, la partie 2 de la vidéo sur Nika et tout ce qui tourne autour. En effet, la précédente vidéo était bien plus théorique qu'une review habituelle et j'ai dû la couper pour que ça ne soit pas trop long. On avait donc parlé des origines de Nika, de sa volonté et d'autres questions qui nous passaient par la tête et aujourd'hui on continue sur cette lancée. Si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo qui est la partie 1, je vous invite à aller la voir parce qu'on répond à d'autres questions que dans cette vidéo. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause à la recherche du One Piece. J'en profite vite fait pour vous rappeler que je serai à la Made in Asia le week-end du 8 au 10 avril. Ça se passe sur Bruxelles et j'ai hâte de voir les voyageurs qui peuvent y venir. Sur ce, commençons la vidéo. Pour commencer la vidéo, aujourd'hui j'aimerais parler de Nika, mais pas que, puisqu'on va parler de Joy Boy aussi. Est-ce que Nika et Joy Boy sont deux personnes différentes ou sont-ils une seule et même personne? Une question qui m'intrigue beaucoup et qui a deux réponses possibles, vous vous en doutez. Première réponse, on peut supposer qu'ils sont tous deux différents et que, comme je vous l'ai théorisé, Nika a bien existé, mais des siècles encore avant Joy Boy. On peut même supposer qu'il vient de la Lune, vu que le peuple de Skypiea voue un culte au dieu Soleil, mais pas que, vu qu'il voue un culte au dieu de la forêt, dieu de la pluie et dieu de la terre. Des dieux qui peuvent aussi avoir leur personnification dans un fruit du démon et qui sont donc aux mains de personnes telles que Im-sama, Dragon et Teach par exemple, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, Nika dans cette théorie a donc bien existé et Joy Boy a mangé son fruit et à l'instar de Luffy, il a pu éveiller le fruit et voulait accomplir la volonté du fruit, celle de libérer les peuples, d'où sa promesse à la princesse sirène, mais ce n'est pas si facile avec Im-sama comme ennemi. On pourrait appuyer que Joy Boy et Nika sont deux personnes bien différentes sur base des caractéristiques physiques totalement théoriques, attention, que l'on peut leur prêter. Si Nika a un physique ressemblant à celui de Luffy, svelte, élastique, on peut supposer que Joy Boy était différent. Bien évidemment, vous connaissez la théorie selon laquelle Joy Boy serait un géant vu le chapeau de paille géant caché à Marie-Joase. Mais ces différences physiques ne sont au final que théoriques, étant donné qu'autant pour Nika, on a eu un aperçu de sa silhouette, autant ce ne fut pas le cas de Joy Boy. Dans ce cas, parlons de la deuxième possibilité, où Joy Boy et Nika ne sont qu'une seule personne. Dans ce cas-ci, Joy Boy serait le véritable dieu soleil et le fruit aurait découlé alors de son regret à ne pas avoir pu accomplir son rêve, libérer le peuple et de sa volonté à ce que ses idéaux soient transmis ou du moins que quelqu'un réalise la promesse qu'il a faite. Joy Boy, donc le véritable Nika, souhaitait libérer le monde de l'oppression et du contrôle du gouvernement mondial et surtout de Im-sama qui est son némésis depuis le début. On a donc mis les bases sur l'origine du fruit, sa faculté à garder une volonté dans la précédente vidéo, maintenant parlons de son éveil. Premièrement, ce fruit qui ne s'est pas éveillé depuis des années doit forcément imposer des conditions pour que son possesseur puisse l'éveiller. Après tout, si le fruit a la volonté de fuir le gouvernement mondial, il peut aussi avoir la volonté de ne pas s'éveiller si son utilisateur n'est pas celui qu'il recherche, le nouveau Joy Boy. Je dis bien nouveau Joy Boy car selon moi ce n'est qu'un titre qui est donné à celui qui éveille le fruit de Nika, le guerrier libérateur et celui qui fait sourire les gens. Donc le Joy Boy, le garçon qui amène la joie. Le Joy Boy d'il y a 800 ans a bel et bien un vrai nom, de la même manière que Luffy s'appelle Luffy. Et bien entendu, le Joy Boy d'il y a 800 ans serait un Di, car seuls les Di ont la possibilité d'hériter d'une volonté, d'où le fait que Dr. Kureha ait parlé du fait que la volonté du Di se perpétue quand elle a vu Luffy. Tout commence à faire sens petit à petit et c'est vraiment beau. Pour en revenir à l'éveil, pour moi les conditions à réunir sont bien évidemment de posséder une volonté inégalable, capable de te faire réaliser tous tes souhaits. Une volonté qui fera que jamais tu ne t'égareras de ton objectif et que tu feras tout pour l'atteindre. Une volonté semblable donc à celle de Nika. La deuxième condition, c'est le fait de mourir et justement de prouver que ta volonté est digne de celle qui est attendue de la part du dieu soleil. De cette manière, ta voix, ton souffle de vie va s'éteindre, comme on a pu le voir au chapitre 1043. Ton cœur arrêtera de battre le temps d'un instant, mais ta volonté fera que tu ne te laisseras pas emporter par la mort. D'ailleurs, le cœur qui se remet à battre correspond au tambour de la libération dont Zunisha parlait et à l'arrivée de Joy Boy, et justement Luffy dit dans le chapitre 1044 que son cœur fait un son bizarre. Et comme on l'a appris, Kaido l'avait dit, on ne naît pas Joy Boy, on le devient. Et justement, en éveillant le fruit,
Luffy confirme qu'il est devenu bel et bien Joy Boy, mais ce n'est pas que l'éveil qui fait de lui Joy Boy, c'est le tout, toute son aventure, tous ses rêves, sa volonté à les réaliser et sa capacité à rallier les gens qui, attention, n'est encore une fois pas qu'une faculté de son fruit du démon. Avec cet éveil, Luffy est devenu le dieu soleil Nika au même titre que Sengoku est devenu Bouddha. Mais attention, on parle d'une transformation physique et non mentale. Luffy est donc toujours Luffy actuellement et n'est pas non plus englouti sous le vrai Nika. S'il rigole ainsi, c'est simplement parce que son éveil décuple d'une certaine manière un peu tous ses pouvoirs de base, comme le caoutchouc, la force et aussi la liberté comme le Gorosei le dit. Et justement, je vois beaucoup parler du fait que Luffy ne sera plus Luffy pendant son éveil. Mais selon moi, même si le fruit cherchait à prendre le dessus sur Luffy, ce ne sera pas possible parce que la volonté de Luffy ne peut pas être écrasée même si la volonté de Nika est tout autant impressionnante. Elle ne reste qu'une goutte dans l'océan. De plus, j'irais même jusqu'à dire que ce n'est pas parce que Nika a un but qu'il va l'imposer de but en blanc à Luffy et qu'il cherchera à prendre le dessus sur la volonté de Luffy. Après tout, Nika souhaite que les hommes soient libres. Ça serait aller à l'encontre de ses propres valeurs et de sa volonté que d'imposer la sienne à Luffy. D'une certaine manière, leurs volontés coexistent, même si c'est la volonté de Luffy bien entendu qui a le dessus en général. De plus, on parle là de volonté, un concept beaucoup plus abstrait qu'une âme, donc elle ne peut pas s'imposer dans l'esprit de Luffy. La volonté de Nika est de trouver son successeur, celui qui accomplira cette volonté et une fois l'objectif de Nika atteint, la volonté s'éteindra, ce qui d'une certaine manière mettra fin à l'existence complète du dieu soleil. Maintenant parlons des personnes extérieures et de leur regard sur ce fruit du démon. Premièrement, je parlerai de Shanks qui selon moi, comme vous le savez, connaissait la vérité sur ce fruit, d'où le fait qu'il ait été le récupérer quitte à se rendre sur un navire du gouvernement mondial alors qu'en temps normal, il est très pacifiste. Mais ça n'en fait pas moins un pirate qui a ses objectifs en tête et qui fait en sorte que l'équilibre du monde ne soit pas brisé. Certains m'ont alors demandé ce que je pensais du fait que Shanks avait pour idée de faire manger le Gomu Gomu no Mi à Portegas the Ace, le fils de son ancien capitaine Roger. Après tout, Roger a bien dit qu'il voulait que son fils devienne le futur roi des pirates et peut-être que Shanks a pensé que ça pourrait l'y aider. Mais personnellement, je ne suis pas trop fan de l'idée à partir du moment où certes Fuchsia Town où vivait Luffy et le Mont Corvo où vivait Ace n'étaient pas éloignés, Shanks ne s'est pas rendu chez Ace directement. Luffy n'a pas mangé le fruit du démon dès l'arrivée de Shanks. Shanks était déjà là depuis presque un an et avait bâti sa base à Fuchsia Town. Il a ensuite, pendant la fin de cette année, récupéré le Gomu Gomu no Mi, il n'est donc pas venu avec l'objectif de donner ce fruit à quelqu'un. De plus, une fois qu'il l'a obtenu, pourquoi s'être éternisé au village s'il voulait de base le donner à Ace et qu'il savait où le trouver? Et puis, je pense que Shanks sait très bien que même si Ace avait mangé ce fruit, ça n'en aurait pas fait pour autant le futur roi des pirates. Il ne le connaissait pas et ne pouvait donc pas savoir quels étaient les rêves du petit Ace. Pour moi, c'est totalement un hasard et un coup du destin. Shanks n'a pas cherché à donner le Gomu Gomu no Mi à quiconque. Parlons maintenant de Barbe Noire et de son regard sur le Gomu Gomu no Mi. On le sait, Teach est avide de pouvoir et tente par tous les moyens de collecter un maximum du fruit du démon pour son équipage et on peut penser qu'il en cherche encore un dernier à acquérir pour lui-même. Après tout, il a le Yami Yami no Mi, un Logia, et ensuite a volé le Paramecia de Barbe Blanche, le Gura Gura no Mi. Si on part du principe qu'il veut finir sa collection avec un Zoan pour avoir 3 fruits comme les 3 crânes présents sur son drapeau pirate, ou encore les 3 griffes de la cicatrice qu'il a faite à Shanks, on peut supposer qu'il cherche un Zoan surpuissant à posséder. Si on pensait qu'il viendrait tuer Kaido pour voler son Zoan, on peut penser maintenant qu'il est en réalité au courant de la vraie nature du fruit de Luffy et que ça l'intéresse. Maintenant, la question est de savoir comment il aurait pu être au courant. Eh bien, si on part d'une de mes théories que je vous ai partagée dans laquelle je vous disais que l'âme de Shebek habitait la dimension des ténèbres du Yami Yami no Mi, on peut supposer que l'information lui a été parvenue par Shebek, qui connaissait bien plus de choses que tout le monde ne pouvait le penser. Après tout, même Kaido connaît Joy Boy, donc ce n'est pas improbable que Shebek savait plus de choses que ce dernier. Teach voudra alors mettre la main sur le fruit de Luffy pour devenir l'homme le plus puissant du monde et personne ne pourrait l'arrêter. Mais personnellement, j'aime penser que ce n'est pas l'objectif de Teach, même si ça semble cohérent. Il faut pas oublier que Teach a dit qu'il voulait mettre la main sur quelque chose avant la marine. Et là est toute la nuance. C'est que seul le gouvernement mondial connaît le secret du Gomu Gomu no Mi, et que donc la marine ne tentera pas de mettre la main dessus, au contraire de ce que nous fait comprendre Barbe Noire quand il dit qu'il s'emparera d'une certaine chose avant la marine. Sur base de ça, on peut supposer que ses propos n'étaient pas en rapport avec le fruit de Luffy. De plus, j'aime penser que Teach ne sait rien de Luffy et qu'il le découvrira pendant leur combat final. Et d'ailleurs, j'aime bien avancer le parallèle qu'on pourrait avoir en termes de fruit du démon.
Si on théorise sur le fait que Teach possédera bien un Zoan, il aura donc 3 fruits du démon. Un Zoan, un Logia et un Paramecia. 3 fruits du démon de 3 catégories différentes, mais de l'autre côté, il y a Luffy qui lui aura un seul fruit du démon, un Zoan qui lui donne les capacités des 3 catégories différentes. Zoan de par sa nature et sa transformation en dieu soleil, Paramecia de par la nature caoutchouteuse de son corps, et finalement Logia de par les flammes qu'il peut produire. Les flammes du soleil qui sont un élément naturel et qui sont à l'hommage de Ace et de son Mera Mera no Mi, et donc à la représentation d'un Logia. Les deux seront mis alors en opposition plus que jamais, et avec la représentation actuelle de Luffy qui est le dieu soleil, il y a encore une dualité comme le yin et le yang avec les ténèbres de Teach et le soleil de Luffy. Pour finir, passons à une question que beaucoup se posent. Pourquoi le gouvernement mondial a laissé Luffy tranquille s'il connaissait la menace qu'il représentait? Eh bien pour moi c'est assez simple. Pour le Gorosei et Im-sama, il était impossible que le fruit de Luffy, le Hitoi Itonomi modèle Nika, s'éveille. Ils l'ont dit eux-mêmes vu qu'ils sont choqués que quelqu'un ait éveillé le fruit en 800 ans. Le Gorosei a toujours eu une trop grande confiance et ce depuis le début de l'œuvre. On peut prendre l'exemple de Nico Robin. Même s'ils ont poursuivi Robin au départ, ils n'ont rien fait contre elle jusqu'à maintenant alors qu'elle a rejoint un équipage pirate et qu'elle était donc une plus grande menace étant donné que ses connaissances des poneglyphes allaient plus servir qu'avant. De plus, le gouvernement ne partage aucun de leurs secrets à la marine. Ils essaient d'agir dans l'ombre. Donc s'ils voulaient tuer Luffy, ils auraient dû envoyer des Cypherpoles comme dernièrement. S'ils veulent effacer une menace, ils le font secrètement comme quand on a vu Im-sama posséder la fiche de Luffy qui était une des lumières à effacer du monde. Mais encore une fois, depuis le début, le gouvernement mondial et Im-sama ne sont pas des gens qui surveillent tout de très près et qui éliminent tous les dangers. Ils l'ont fait quelquefois quand la menace était trop importante. Rappelons le Buster Call d'Ohara, mais en général, ils ont un trop-plein de confiance. Comment aurait-il pu savoir que le petit gamin de 17 ans qui venait de prendre la route pouvait devenir Joy Boy et surtout qu'il avait les capacités d'éveiller ce fruit légendaire qui n'a pas été éveillé depuis des siècles. Il y a 10 ans, Shanks a volé ce fruit et ils n'ont découvert son possesseur que quand les aventures de Luffy ont fait du bruit, c'est-à-dire il y a 2 ans. Il est clair que malgré le fait qu'il possédait ce fruit légendaire, le Gorosei et Im-sama l'ont sous-estimé et ne l'ont pas cru capable de prétendre au titre du roi des pirates. Après tout, un nouveau pirate dans son genre, il en existe des tas. C'est la plus grande ère de la piraterie. Et on serait bien obligé, si on regarde la chose de leur point de vue, de penser que Luffy n'accomplira pas ce qu'il dit vouloir accomplir. Mais oui, après il faut bien appuyer sur le fait que c'est la confiance du Gorosei qui les a menés dans cette situation. Une confiance comme celle que les hommes de pouvoir ont. En croyant être au-dessus de tout et en pensant que personne ne serait capable de les détrôner, c'est leur ego qui prime sur tout. Et personnellement, je le ressens depuis le début avec le gouvernement. Rien que le cas de Robin m'a prouvé que le Gorosei et Im pensent réellement que personne ne pourra les détrôner et les prendre à contre-pied. Et selon eux, même si des gens commençaient à poser problème, ils trouveraient des moyens de les contenir. Comme la situation actuelle où ils comptent sur Kaido pour tuer Luffy alors qu'il a éveillé le fruit de Nika, parce qu'encore une fois, ils le sous-estiment et le pensent incapable de gagner contre un empereur, contre l'être le plus fort du monde, Kaido. Finalement, c'est le gouvernement, leur ego, leur trop plein de confiance qui les mèneront à leur perte, et je n'y vois aucune incohérence personnellement, vu leur manière d'être et de faire depuis le début. Et peut-être que cette confiance se base sur Im-sama et sur ses capacités à effacer les menaces si elle doit se positionner sur le devant de la scène. Voilà les voyageurs, dites-moi ce que vous avez pensé et quelles sont vos théories. N'hésitez pas à aller voir la partie 1 de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Elle sera dans les annotations de fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!